Alors, nous allons vous raconter l'histoire de Jenny. Jenny est une jeune femme qui habite Minneapolis, dans le Minnesota, et qui adore faire du shopping. Elle adore s'acheter des vêtements chez H&M, elle va chez Sephora pour son maquillage, et puis, depuis qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle va chez Walmart, dans les rayons pour nourrissons et puériculture. Et de temps en temps, Jenny va chez Target pour compléter 2-3 produits qu'elle n'a pas trouvés ailleurs. Et c'est bien là le problème et l'enjeu financier de Target. Target, c'est une enseigne de distribution aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, qui fait tous les produits de biens de consommation courante. Ils font de l'habillement, de l'alimentation, de l'équipement électroménager, etc., etc. Et Target a beaucoup de mal à fidéliser ses clients à l'enseigne. D'autant plus les jeunes parents qui, petit à petit, vont voir ailleurs et désertent les rayons de l'enseigne. Et pourtant, c'est difficile de changer les habitudes de consommation. Mais il y a quelques fenêtres de tir qu'il ne faut pas louper, comme par exemple l'achat d'une première maison, ou bien alors un nouveau travail, ou bien, comme Jenny, l'arrivée d'un nouvel enfant. Le fait d'avoir un enfant est une manne de business pour les distributeurs. À partir du moment où vous achetez vos couches dans une enseigne, eh bien vous achetez tout le reste. Vous achetez les céréales, vous achetez la poussette, vous achetez le café, etc., etc. Le problème, c'est que quand Jenny a déclaré être enceinte, soit en s'inscrivant à la maternité, soit en déclarant qu'elle était enceinte sur un questionnaire, eh bien toutes les marques concurrentes de Target lui ont envoyé de la publicité, des promotions, un programme d'accompagnement pour sa grossesse, plein de choses. Et dans tout ça, Jenny n'a pas vu les sollicitations de Target. Le ticket d'entrée est très cher pour être visible. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Target parle à Jenny avant tout le monde. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Target sache que Jenny est enceinte avant même qu'elle ne le déclare. Mais Target... Il faut qu'elle parle à son mari. Mais il y a une autre technique. Target est-il capable de savoir que Jenny est enceinte avant même qu'elle ne déclare? Target est-il capable de savoir si je suis enceinte? En fait, depuis longtemps, l'enseigne a historisé les données d'achat de Jenny. Ils ont historisé le fait qu'elle utilisait une carte bleue, qu'elle utilisait des coupons, qu'elle répondait à des questionnaires, ses produits préférés. Est-ce qu'elle utilisait la hotline? Est-ce qu'elle va sur Facebook? Quels sont ses magazines, etc. Et puis s'il n'y a pas assez de données, de toutes les manières, on peut les acheter. Je peux connaître les dettes de Jenny, je peux connaître son job, je peux connaître les questions qu'elle pose sur les forums, je peux tout connaître. Ça en fait de la donnée. Prédire le comportement et les futurs achats d'un consommateur à partir de plusieurs téraoctets de données. Analyser le comportement des futures femmes enceintes et prédire et imaginer pour chacune d'entre elles une sorte d'indicateur de prédiction de grossesse, une probabilité de grossesse. C'est ce que Target a fait. Ils ont ciblé les futures Jenny et ils leur ont envoyé petit à petit de la promotion, de la publicité, de l'information avant tout le monde et ils ont réussi à les fidéliser à l'enseigne. Aujourd'hui, les entreprises sont capables de prédire nos prochains achats. Et ça, c'est possible avec toutes les traces incalculables que nous laissons sur Internet. Le marketing prédictif, vous l'aurez compris, il sert à décrypter les signaux que nous laissons et que nous envoyons tous les jours à notre insu. Il crible nos actions passées, nos actions présentes, pour mieux prédire nos actions futures. Par actions passées, j'entends les actions d'il y a 3 ans, que vous avez fait il y a 3 ans, les actions de l'année dernière, du mois dernier, mais aussi celles de la minute que vous venez de passer. La finalité de tout ça, vous l'aurez compris, c'est le business. C'est faire plus de business et améliorer le service. Aujourd'hui, Target est en train de réfléchir à un programme pour les gens qui veulent perdre du poids. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a derrière. Par exemple, Kleenex peut prévoir à 3 semaines le risque d'une grippe et ainsi conseiller ses clients à faire un stock de mouchoirs. Ou bien Amazon
comme Yann nous en a parlé. Amazon peut prédire votre commande et préparer votre colis à l'avance. Ou bien Uber, qui prétend connaître ma prochaine destination. Uber prétend connaître ma prochaine destination, mais comment peut-il savoir que je vais aller au 32 boulevard Haussmann, petit restaurant thaï que ma sœur m'a recommandé le mois dernier? Je suis sûre que dans la salle, avec tout ce que vous venez d'entendre, il y en a plein qui se disent « c'est facile, je prends les historiques d'achat, je cartographie tout ça, j'achète une base extérieure et hop, le tour est joué ». Mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'à côté du 32 boulevard Haussmann, il y a le 36 boulevard Haussmann et il y a un petit restaurant thaï qui vient d'ouvrir et qui est inscrit au guide du fooding. J'ai bien envie d'y aller. Et puis aussi, je complique un peu les choses. En fait, quand je prends un Uber, je ne vais jamais à la destination finale, je me fais arrêter avant parce qu'en fait, il y a plein d'embouteillages et je préfère marcher un petit peu. Et puis j'aime bien aussi prendre un Uber Pool, partager mon trajet. Et donc du coup, il y a plein d'arrêts et il y a plein d'origines. Ça se complique un petit peu. Et pourtant, dans 74% des cas, à San Francisco, Uber prédit correctement votre prochaine adresse. Comment font-ils ? Parce qu'en plus de mes historiques d'achat, mes trajets, mes origines, mes destinations, etc., ils réussissent à capter les destinations préférées de mes amis et de ma famille, et ils mixent tout ça avec une sorte d'indice de popularité des lieux publics, avec toutes les notes et tous les rankings que vous faites sur Internet. 3 fois sur 4, ils réussissent à prédire ma prochaine destination. Comment font-ils pour faire parler toute cette donnée ? On dit souvent que les algorithmes, et on en a entendu parler dans les interventions précédentes, les algorithmes et les modèles sont la botte prédictive du marketing prédictif. Et donc je laisse Denis expliquer ce qu'est exactement un algorithme. Merci. Un algorithme, c'est une question assez compliquée qu'on va essayer d'aborder de manière un peu plus simple, en tout cas pour que je puisse comprendre. Si je vous pose la question « qu'est-ce qu'un algorithme ?», je pense que je vais avoir pas mal de réponses un petit peu évasives, ce genre de questions qui finissent par « enfin, tu vois ce que je veux dire ». Alors, je pense qu'il faut se tourner vers d'autres personnes, des gens qui savent un petit peu mieux de quoi on parle. La seule personne qui m'a défini précisément ce qu'était un algorithme, c'est mon fils de 5 ans. Et oui, les algorithmes sont au programme de maternelle. Et quand mon fils me parle d'algorithme, il me parle de rond, il me parle de carré, il me parle de triangle, il me parle de forme géométrique, il me parle de choses comme ça. Alors tout le monde dans cette salle est capable de prévoir, de prédire quelle sera la couleur du prochain carré sur la première ligne. Mais si je mixe un petit peu les motifs, si je mets 2 caractéristiques, par exemple les formes d'un côté et les couleurs de l'autre, alors ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Un algorithme, on le voit, se base sur une certaine forme de récurrence de motifs, sur une régularité. Cette régularité, Uber l'exploite quand ils utilisent 3 jeux, quand ils utilisent leurs variables dans leur algorithme de prédiction et avec leur taux de réussite de 74%. En vérité, ils utilisent 3 jeux de variables. Ils utilisent d'abord les données qu'ils ont collectées sur vous, vos destinations, parfois celles de vos amis, s'ils arrivent à reconstituer votre réseau social, puis les données de l'ensemble des utilisateurs d'Uber. Toutes ces données qu'ils ont accumulées depuis des années et des années qu'ils exploitent à San Francisco. Et enfin, des données sur l'environnement. San Francisco, les lieux les plus populaires, qui sont aussi scannés via le web et qui sont utilisés comme données d'entrée dans l'algorithme. Mais il n'y a pas que Uber dans la vie, il y a aussi Split. Et les données de Split, que j'ai regardées ce week-end, on arrive à voir sur les utilisateurs les plus réguliers ce même genre de comportement, sur les utilisateurs les plus fréquents, ce même genre de comportement hyper régulier. Par exemple, l'utilisateur le plus régulier avait une destination phare à plus de 50%.
On voit que c'est pas de la science-fiction. Mais je reviens à mes carrés et à mes ronds. Si je remplace mes carrés, mes formes géométriques par des destinations, et puis mes couleurs, je vais les remplacer par des dates, j'obtiens les déplacements d'un individu lambda. Un peu rapide, me direz-vous? C'est vrai. Alors je rajoute un petit peu d'aléatoire et je prends les déplacements d'une personne présente dans cette salle, en l'occurrence moi. On est donc face à un individu pour lequel on a collecté quantité de données au fil du temps, on a collecté ses dates de déplacement, on a collecté la durée de ses déplacements, on a collecté ses destinations, et pour lequel on souhaiterait pouvoir prédire quelles seront ses prochaines destinations. Alors d'abord, regardons un petit peu à quoi nous avons affaire. D'abord des destinations qui sont un petit peu tendance, type Pays-Bas, Allemagne, c'est un petit peu bobo. Aussi un petit peu de soleil, ce qui était plutôt pas mal, pendant les mois d'octobre à décembre, qui était pas forcément très réjouissant ici. L'Australie, le Portugal, bref, a priori, un parfait jet-setter. Oui, mais creusons un petit peu les données. Alors d'une part, on s'aperçoit que, question de jet-set, tout n'y est pas. Les destinations phares de la jet-set, Ibiza, Saint-Barth, bon, je pense que l'individu aurait bien aimé, mais il n'y est pas allé. Bon. Et puis, deuxième point un peu plus gênant, on s'aperçoit que tous ces déplacements ont été faits en semaine, à l'intérieur des semaines. C'est un peu moins glamour, mais force est de constater qu'on a plutôt affaire à une clientèle de type business. Alors est-ce que, à partir de ce qu'on sait, on peut prévoir cette prochaine destination? Alors si on regarde son historique de données, l'Allemagne ressort en bonne place, à raison de 2 déplacements sur l'ensemble des déplacements, c'est-à-dire 7. On n'a pas beaucoup de données. Mais l'Allemagne, on va se dire que l'Allemagne, on va parier sur l'Allemagne et puis se dire que ça va être la prochaine destination. Alors faisons le test. De fait, un taux de réussite de 1 sur 3. Notre individu s'est déplacé ensuite une fois en Allemagne et puis 2 fois en France. Alors c'est pas mal. Si, c'est pas mal. 33% de taux de réussite, avec aussi peu de données. On est content. Mais en même temps, c'est pas terrible. Parce qu'on sent bien qu'on se heurte ici à une certaine limite. En effet, la France n'apparaît pas dans les destinations, dans l'historique de destinations fréquentées par cet individu, et notre algorithme ne pourra donc pas l'inventer. Alors le mieux, c'est peut-être d'essayer de récolter plus de données. Et des données, vous en avez. Car cet individu, avant de se déplacer, il est allé sur votre site, il vous a donné son nom, il vous a donné son prénom, sa date de naissance, son numéro de passeport, son adresse, son entreprise. Ça en fait beaucoup de la donnée, hein? Comment pouvons-nous l'exploiter? Eh bien, tout d'abord, on pourrait essayer de nourrir notre algorithme avec l'ensemble des entités de l'entreprise, de cette personne. Et là, on s'aperçoit que la France apparaît comme une destination majeure. Premier bon point. Et puis, on peut brancher WebVibe sur les réseaux sociaux, et puis sniffer un petit peu ce que fait cet individu sur Internet, essayer de détecter d'autres individus au comportement similaire, et découvrir que ces individus appartiennent à la même entreprise, au même département, et que tout ce pool d'individus pourra nous aider à améliorer notre algorithme. On voit bien qu'en mettant bout à bout l'ensemble de ces informations, on finit par reconstituer une histoire qui va nous permettre d'améliorer notre algorithme prédictif. Et c'est bien l'ensemble de ces signaux faibles, captés un petit peu partout, qui fait la différence dans l'analyse marketing moderne. Enfin, je dis moderne. Est-ce que c'est vraiment si moderne que ça? Ces algorithmes ne sont pas vraiment nouveaux.
en tout cas les modèles qui les sous-tendent. Si je considère tout d'abord le très populaire et très récent domaine des supports de vecteurs machines, qui est utilisé dans l'analyse statistique moderne, ça a été inventé en 1979 par Vladimir Vapnik. L'algorithme d'Huber s'appuie sur une théorie qui a été développée en 1763 par un révérend de l'église anglicane, Thomas Bayes. Effectivement, extrêmement moderne. Alors, un dernier point qui est assez marquant, puisqu'il se réfère plutôt à mon expérience personnelle, je peux vous assurer que ces deux champs d'application étaient complètement anecdotiques dans les cursus de statistique il y a une quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Le contexte. Tout cela est rendu possible par la formidable augmentation des capacités de calcul, la baisse des coûts du stockage et la prolifération massive des capteurs, que l'on pense à Internet ou à l'Internet des objets, dont vos amis vous ont parlé un petit peu plus tôt. Bref, nous sommes entrés dans l'ère du Big Data. Alors le Big Data, qui est souvent caractérisé par ces 3 V, volume, variété, vélocité. On va essayer de se représenter un petit peu plus ce que signifie cette notion de volume dans Big Data. Et pour ça, je vais comparer, je vais prendre un octet et puis je vais considérer que c'est égal à 1 seconde. Alors si un octet est égal à 1 seconde, alors 1 kilooctet, c'est 1000 octets, ça correspond à 1000 secondes. 1000 secondes, c'est 17 minutes. Un gigaoctet, 32 ans. Un téraoctet, 34 000 ans. Twitter collecte quotidiennement 7 téraoctets de données. Pour Facebook, c'est 10. Et encore, mes chiffres sont assez anciens, ils datent de 2013. Mais essayons de monter d'une dimension supérieure et intéressons-nous au pétaoctet. Pétaoctet, c'est 34 millions d'années. 34 millions d'années. 34 millions d'années, c'est la moitié du temps qui nous sépare de l'extinction des dinosaures. Et ça représente une certaine durée. De fait, en tout cas, j'étais pas né. De fait, le Big Data a drainé toute une infrastructure dédiée permettant de stocker et d'accumuler ces données et dans laquelle des algorithmes sont programmés pour s'exécuter en temps réel sur les données à l'échelle de l'individu. Ces données à l'échelle de l'individu vous permettent aux marketeurs modernes de cibler ce qui est un petit peu leur Graal, le segment of one. Car ce n'est plus votre groupe d'appartenance que l'on recherche et que l'on cherche à capter. C'est bien vous. Mais pour Transdev, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour Transdev, qu'est-ce que ça veut dire ? On travaille déjà avec des outils prédictifs. Le plus connu, c'est Optimode. Optimode, c'est une appli de mobilité multimodale, en temps réel et prédictif. Optimode, en fait, les calculateurs d'Optimode se nourrissent de plus de 20 millions de données par jour et réussissent à prédire le trafic à 1 heure. Les algorithmes, en fait, mixent les historiques de trafic et mixent le temps réel et ont une fiabilité à peu près de 80%. C'est une sorte de météo du trafic. Ce qu'on peut prédire aussi, on peut peut-être prédire pour les voyageurs d'EasyLine leur prochaine destination. Prédire la prochaine destination des voyageurs d'EasyLine, c'est après pouvoir leur envoyer d'une manière individuelle de l'information et de la promotion, et ça bien avant les concurrents Flixbus ou Ouibus. On peut aussi imaginer et prédire le turnover des conducteurs de taxi pour Ztrip, en mixant les données de RH
et puis les données de conduite. On peut ainsi travailler cette population et la fidéliser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prédire l'endormissement des conducteurs longue distance. On a Tucango. Tucango, en fait, alerte en temps réel le conducteur de bus des premiers signes de fatigue. Au lieu de l'alerter en temps réel, on peut imaginer anticiper cette période et prédire cet endormissement. On prend ces données, on les cartographie, on les mixte avec des données personnelles du conducteur, par exemple son alimentation ou alors son rythme cardiaque, et on peut anticiper ces zones d'endormissement, ces moments d'endormissement et optimiser la sécurité. Et pourquoi pas prédire les moments de rupture? Parce que comme Jenny, les moments de rupture dans la vie amènent des changements dans la mobilité. Et ces changements dans la mobilité font que vous changez de trajet, vous changez de mode de transport. Anticiper ces changements dans la mobilité nous permettrait de travailler sur une meilleure offre de services et surtout sur une offre plus adaptée pour nos clients voyageurs. Voilà ce que nous vous proposons de travailler pour les prochains jours et années à venir. Merci de votre attention. Merci beaucoup.